Alors bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Dans ce webinaire, j'ai dans l'intention de parler de la scarification, qu'on appelle aussi l'automutilation des fois. La scarification, en fin de compte, c'est également appelé une automutilation non suicidaire, ou en anglais NSSI, Non-Suicidal Self-Injury. Il y a une définition pour ça. Et la définition, c'est en fin de compte, alors je la lis pour pas dire de bêtises, c'est la destruction délibérée et directe des tissus corporels en l'absence d'intention suicidaire et à des fins non socialement sanctionnées. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Donc, en gros, ça va être s'automutiler d'une façon ou d'une autre, mais sans avoir l'intention de se donner la mort. Et ça n'est pas pour faire joli, parce que la scarification, ça peut aussi être une forme de tatouage. Et c'est pas fait pour cette forme. C'est pas fait pour faire joli et pour être montré. Ça n'a pas dirait-on, de lien social, de hiérarchie ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est la scarification. Maintenant, l'automutilation également. Maintenant, quand on voit un petit peu ces situations, c'est devenu un sujet important parce que il y a plusieurs études qui suggèrent en fin de compte qu'il y a une augmentation des cas de scarification chez les adolescents. Et ça s'est produit au cours des dernières décennies, la dernière vingtaine d'années, 20-30 ans. Là, on a vu une augmentation très nette, surtout entre 2008 et 2018. On a pu constater qu'il y avait une augmentation de 50% des cas rapportés, ce qui est quand même énorme. Et donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé apparemment par les adolescents. Et on a remarqué que le début, typiquement, il commence à faire ce genre de choses dès l'âge de 12-14 ans. Alors, ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard, bien entendu. Il y a plus de filles que de garçons qui le font, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 filles pour un garçon qui vont faire ce genre de choses. Et cette scarification ou cette automutilation va donc être de la scarification pour la plupart, donc des coupures. Entre 70 et 90% sont des coupures. Après, ils vont également utiliser des brûlures de 21 à 35%. Et puis, se frapper, se donner des coups entre 15 et 35%. Alors oui, bien entendu, si on fait le calcul, on dit « ouais, mais ça fait plus de 100%, ça ». Et ça, c'est tout simplement parce que plusieurs ados vont faire plusieurs choses. C'est-à-dire, ils vont se couper, se frapper et se brûler, etc. On ne se tient pas nécessairement à une façon de faire. Alors, il y a plusieurs raisons, pourrait-on dire. Alors, on a parlé par exemple de l'impact de la pandémie. La crise sanitaire de la Covid-19 aurait exacerbé certains problèmes de santé mentale chez les jeunes. Et donc, on a vu une augmentation des dépressions, une augmentation des comportements, donc des comportements d'automutilation. Et alors, la Covid a quand même bon dos. C'est un petit peu comme les politiciens d'aujourd'hui en 2024 qui parlent toujours de la Covid pour les raisons c'est pour ça que la France a des problèmes économiques en ce moment. La crise de la Covid a quand même duré quelques mois en 2020 et ça n'a pas été suffisant, pourra-t-on dire, pour causer ces dommages, même si, bien entendu, ça a exacerbé certains problèmes. Mais je crois qu'il est important de se souvenir et d'avoir en tête que les problèmes étaient là auparavant et que la Covid n'a été qu'une augmentation et a été qu'un petit coup de pouce supplémentaire, si on veut dire ça comme ça. Alors heureusement, il y a quand même une sensibilisation, relativement croissante. Il y a une prise de conscience de ce problème parmi les professionnels de santé, les éducateurs, les enseignants, les parents, etc. Donc sur ce côté, c'est bien parce qu'on commence à s'en apercevoir
un peu plus rapidement et on agit. Et puis, alors, il reste quand même des problèmes vu que, à cause de l'évolution des médias sociaux, qui fait que les jeunes sont plus facilement exposés à du contenu qui est lié à l'automutilation sur les réseaux sociaux et sur Internet en règle générale. Encore une fois, c'est vrai que les réseaux sociaux ont une influence, mais ça n'est pas tout. J'avais écrit un article sur l'influence d'Internet, parce qu'à cette époque, on ne parlait pas de réseaux sociaux encore, vraiment, d'Internet sur l'automutilation. Et je crois que cet article doit dater de 2007 ou 2008. Donc, c'est vraiment un problème qui a existé, ça fait bien longtemps. Et encore une fois, c'est bien entendu un problème qu'on a balayé sous le tapis et dont on ne s'est pas vraiment occupé avant maintenant, où ça commence vraiment à devenir extrêmement visible, extrêmement problématique. Alors, il y a plusieurs facteurs de risque pour ce qui est de l'automutilation. Alors, j'en ai nommé 3 qui sont 3 grands parapluies, si on veut dire ça comme ça. Ça va être un environnement familial dysfonctionnel. Ça va être des difficultés de régulation émotionnelle chez le jeune. Et il va y avoir les troubles psychologiques. Je veux dire que si on part de ces 3 principes, on a déjà la majorité de des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, ça va être quoi? Maintenant, je vais aller un petit peu plus en avant avec ces facteurs de risque. Donc, déjà, il y a les troubles psychologiques. Ça, c'est la première raison. Et les troubles psychologiques, ça va être... Alors, bien entendu, on va parler des problèmes de borderline, on va parler de certains problèmes psychotiques, bien entendu, et certains autres troubles de la personnalité. Et c'est pas trop de ça dont il va s'agir, parce que tous les jeunes qui se scarifient ou qui s'automutilent ne sont pas borderline. Déjà, on a la dépression, l'anxiété et qui a une influence là-dessus. Beaucoup de ces jeunes, en fin de compte, sont déprimés ou sont anxieux et sont angoissés, en fin de compte. Alors oui, les gens vont dire, bah oui, mais bon, l'angoisse et la dépression, c'est pas nouveau, malheureusement, et n'empêche que la scarification, c'est quand même relativement nouveau. Alors quid? Et en fin de compte, oui, c'est parce que même si la dépression et l'anxiété sont pas nouveaux, la façon dont les individus y font face a évolué, elle a changé, elle est devenue différente. Et la scarification est donc apparue comme un nouveau mécanisme, une nouvelle façon de s'adapter qui est influencée donc par ces facteurs culturels, sociaux, les médias, la culture populaire, etc. Tout ça, ça a joué un rôle dans la visibilité, dans la propagation de ce comportement. Borderline à 12 ans, c'est pas top. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Borderline à 12 ans, c'est pas top, mais bon, c'est rare, hein, 12 ans, mais ça peut arriver. Et en fin de compte, dans ce cas-là, la scarification est une façon, tiens-t-on que ça offre une forme de soulagement. Un soulagement qui est relativement rapide et qui est tangible pour le jeune, ce qui fait que il a l'impression de pouvoir plus facilement extérioriser cette douleur psychologique de façon physique. Et pour certains adolescents, ça peut paraître plus gérable. Ça rend les choses plus gérables et plus faciles, en quelque sorte, à faire face que de faire face à ces émotions qui sont intenses et qui peuvent parfois être difficiles à exprimer. Parce que autant on parle beaucoup d'émotions aujourd'hui, autant, mais ça je vais y revenir dans un instant, autant on ne parle pas trop de la façon dont on peut les gérer et on ne met pas toujours des mots sur ces émotions. Ça reste très vague. Et puis donc, il y a certains facteurs sociétaux facilitants, hein, comme donc l'accès facile à l'information sur Internet, qui a rendu les méthodes d'automutilation plus connues, plus accessibles, presque plus normales, si on peut dire ça comme ça.
Et donc, de plus, vous avez des forums en ligne sur différentes façons de le faire, où on se renforce les uns les autres. Donc les comportements d'automutilation sur ces forums, ils vont être partagés, ils vont être glorifiés, ils vont être mis en avant. Et donc, bah oui, quoi, tout ça, ça va en fin de compte donner des troubles psychologiques et ça va renforcer certains troubles psychologiques. Après, la société moderne, elle a vu une évolution par rapport à la relation au corps en règle générale et en fait, rien qu'à la base, on a une plus grande acceptation aujourd'hui de certaines formes de modifications corporelles. Les tatouages, les piercings et différentes transformations physiques sont devenues beaucoup plus normales et beaucoup plus communes. Ça a contribué à abaisser certaines barrières psychologiques que l'on avait pourtant contre l'automutilation, qui l'ont rendu en fin de compte plus acceptable, plus normal, plus ce que vous voulez, quoi. Et ça aussi, je me souviens, j'avais écrit un article sur le sujet, sur les transformations corporelles, ça devait être en 2000 ou 2001 où ça avait vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Et là, à l'époque, on avait dit, oh oui, ça c'est juste une petite mode pour un petit groupe de personnes qui sont un peu débiles. Bon, on va pas en parler, on va pas s'en occuper, quoi. Ben, résultat des courses, on en est quand même là. Et puis donc, enfin, il est important de comprendre que la scarification, ça n'est pas la même chose que c'est pas une conséquence directe, c'est pas une conséquence inévitable de la dépression, de l'anxiété. C'est plutôt un symptôme additionnel qui donc peut se développer en interaction avec ces troubles. Donc la présence de dépression, la présence d'anxiété va augmenter une vulnérabilité à la scarification, mais, et encore heureux, tous les individus déprimés, tous les individus anxieux ne vont pas se scarifier ou ne vont pas s'automutiler. Alors après, une des autres raisons et des autres dont je voulais parler, c'était donc ce fameux environnement familial dysfonctionnel. Alors, l'environnement familial dysfonctionnel, ça va être donc des familles où la communication est déficiente, où il n'y en a pas, ou alors qu'elle est malsaine. Ça va être des familles dans lesquelles on ne se soutient pas. Alors, il peut y avoir où il y a des abus physiques, des abus émotionnels. Alors, le plus souvent, on va penser à des familles où il y a des abus sexuels, par exemple, où il y a des problèmes d'alcool, des problèmes de ce genre-là. Alors, bien entendu, ça existe et bien entendu, ça a une influence. Mais il peut y avoir des familles qui, de visu, pourra-t-on dire, sont des familles normales ou quasi normales, mais néanmoins, il y a ce problème. Alors, encore une fois, là, on va mettre de côté le fait que l'enfant n'a pas de problème psychologique à la base, comme borderline ou ce que vous voulez, ou des épisodes psychotiques, etc. Parce que là, dans ce cas-là, la famille, l'environnement familial n'a que peu ou pas du tout d'influence là-dessus. Donc ça, on le met de côté. Là, je veux parler de familles dans lesquelles, là, il y a une dysfonction, mais dans certaines familles, apparemment, il n'y en a pas. Et là, dans ce cas-là, très souvent, on oublie un petit peu les familles où il y a beaucoup de négligence émotionnelle ou de négligence physique. Ça va être des familles où les parents, en fin de compte, ne s'occupent pas trop des enfants. Ou alors, ça peut venir de familles où il y a un ou plusieurs parents narcissiques. Le narcissisme ou certains autres problèmes dans la famille vont avoir une influence et vont faire un environnement malsain pour les enfants qui vont être frustrés et qui vont peut-être ne pas pouvoir gérer les situations. Et donc, du coup, oui, il peut y avoir un risque de scarification et d'autres troubles. Après, je sais que ça n'est pas politiquement correct. Et d'ailleurs, ça a été très difficile de trouver les bonnes études parce que même dans les études psychologiques, on met un petit peu ça de côté parce que
on essaye d'éviter les sujets qui peuvent être sensibles politiquement parlant, ce que je trouve est très désagréable, car la science ne devrait pas se plier à la politique. Mais les familles monoparentales sont plus à risque d'avoir des enfants qui vont passer à l'automutilation. C'est un risque de 2 à 3 fois plus élevé. Et il y a 45% de taux d'automutilation dans les familles monoparentales. Et là où il y en a maintenant je vous parle danois, 27% dans les autres structures familiales. Donc on sait que pour diverses raisons, en fin de compte, dans les familles monoparentales, il y a un plus grand risque d'avoir des enfants à problème, que les enfants aient des problèmes psychologiques, que les enfants aient plus de dépression, plus anxieux, plus de risques d'angoisse, et donc également plus de risques de scarification ou d'automutilation. Et donc, voilà, quoi, il y a tous ces soucis, ces familles où il y a un environnement familial dysfonctionnel, on a un risque accru. Autre difficulté pour les... J'ai inversé deux diapositives. Donc là, on passe à celle-là. Le problème, une des façons où on parle également en fin de compte de dysfonctionnement dans les familles, ça va être dans les familles où il y a une permissivité excessive. En gros, les familles où les enfants peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi, où on comprend, entre guillemets, parfaitement les enfants, où ils peuvent se permettre de faire à peu près tout, et puis on va avoir une certaine compréhension pour leurs problèmes. Et oui, le pauvre, et il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il exprime ses émotions, etc. Parce que dans ce cas-là, lorsque l'enfant et le jeune n'apprend pas à réguler sa vie émotionnelle, s'il croit qu'il peut tout simplement se permettre d'exprimer toutes ses émotions, et puis en fin de compte, voilà quoi. Eh ben ça donne certains problèmes parce que, alors déjà d'un côté, la permissivité, excusez-moi, c'est perçu très souvent comme un manque d'intérêt pour les enfants, et les enfants ont besoin de sentir qu'on s'implique dans leur... Un des exemples que j'utilise régulièrement, à l'époque j'étais jeune, je devais avoir 13 ans, 14 ans, et je me souviens qu'on parlait avec des copains, et puis il y avait une copine qui, elle avait le droit de tout faire, quasi, de sa famille. Nous, on n'avait pas le droit de sortir, elle, oui. Enfin, il y avait plein de trucs elle pouvait faire, et que nous, on ne pouvait pas, quoi, parce que les parents disaient non, etc. Et je me souviens qu'un jour, on lui a dit, on était en train de parler, puis je lui ai dit, oh la vache, quand même, t'as du bol, hein. Toi, tes parents, ils te laissent faire tout. Nous, c'est chiant, quoi. Et je me souviens qu'elle avait répondu, ouais, en fin de compte, c'est pas aussi sympa que ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre de ce que je fais, de ce que je fais pas et de ce qui m'arrive, quoi. Et j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est un fait que beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados, beaucoup d'enfants ont l'impression que, quand on leur permet tout, en fin de compte, on en a un petit peu rien à foutre. Et la question est, maintenant, je ne veux pas juger, hein, mais la question est-ce que ce n'est pas souvent le cas également? Et donc, trop d'indulgence, ça va nuire à la capacité à l'ado à gérer ses émotions, parce que les limites sont nécessaires et même essentielles, hein, pour apprendre à s'autoréguler. Donc, il y a plusieurs études. Alors, si vous remarquez sur les diapositives, en dessous de chaque point dont je parle, j'ai mis au moins une étude qui renforce ce que je dis. Donc, c'est pas juste quelque chose que je dis comme ça. Et donc, ces études montrent que les parents qui ont des limites et qui posent des limites claires, les enfants de ces familles-là ont une meilleure autorégulation. Et c'est justement, c'est crucial pour prévenir les comportements tels que l'automutilation, la scarification et ce que vous voulez. De plus, c'est une façon de valider les émotions de l'enfant. Alors, parce que le fait de dire, le gamin, il a qu'à exprimer un petit peu tout ce qu'il veut, et puis voilà,
c'est pas une validation de ces émotions. Pour l'enfant, c'est justement une invalidation. C'est un petit peu le fait de, bah, je peux faire un petit peu tout et n'importe quoi, et moi, ce que je dis, ça vaut rien, quoi. Donc, en fin de compte, on en arrive également à une auto-validation, enfin, une dévaluation et donc une invalidation de l'enfant et de ses émotions. C'est donc pour ça qu'il est important, alors, bien entendu, il ne faut pas aller dans l'excès parce que les gens ont toujours une tendance à penser que, par exemple, si je dis, bon, bah, il faut quand même un peu de discipline, ouais, bon, bah voilà, on va pas marcher au martinet et au fouet à la maison. Oui, non, c'est pas non plus ce que j'ai dit. Entre l'extrême à un côté et l'extrême de l'autre côté, bah, en fin de compte, il reste quand même pas mal de choses entre les deux. Et donc, du coup, on peut parfaitement valider certaines émotions, valider les émotions du gamin, en lui disant, oui, bon, bah, écoute, je comprends bien, hein, c'est vrai, c'est ceci, c'est cela, mais ben, il n'empêche que ben, il y a des limites et tu peux pas te permettre de faire ça parce qu'il y en a d'autres que toi à la maison ou parce que ben, sans ça, ça marche pas. Enfin bref, après, tout dépend de ce qui se passe, mais on peut parfaitement valider les émotions de l'enfant et encadrer. Mais c'est vrai que ça demande du temps et ça demande du travail et peut-être que certains parents ne sont pas intéressés à faire ça ou ils n'ont pas le temps ou après je sais pas. Donc c'était pour ça que je voulais dire justement, et là je reviens donc à la diapositive précédente, que bah justement 63 à 78% des ados qui s'automutilent disent justement qu'ils ont un problème à réguler leurs émotions et c'est leur motif principal. D'accord? Et ben, c'est un petit peu normal si on ne leur a pas appris à gérer leurs émotions parce que c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, ce genre de choses. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, il n'y a pas de quelque chose qui nous arrive du ciel et qui fait que tout d'un coup, on apprend à gérer nos émotions si on ne nous l'a pas appris. Si on ne nous a pas appris à faire la différence entre certaines émotions, à nous apprendre ce qu'elles veulent dire, etc. Donc, dans tous ces cas, généralement, eh ben oui, c'est là où ça nous pose problème. Alors, en règle générale, on ne passe pas de aucune scarification ou aucune automutilation à automutilation et scarification. Il va y avoir des signes avant-coureurs et il y a des signes que l'on peut remarquer si on est attentif. La première des choses, c'est bien entendu, il va y avoir des changements physiques. On va pouvoir avoir des blessures inexpliquées, des coupures, des brûlures. Très souvent, l'enfant va porter constamment des vêtements qui couvrent, même si c'est par temps chaud. Donc là, il y a peut-être un truc. Et puis, on va voir souvent des changements comportementaux, c'est-à-dire que le gamin va s'isoler de plus en plus socialement. On va voir que les performances scolaires vont baisser, et ça peut être très rapide. Vous pouvez avoir un gamin qui a de très bons résultats, ou des résultats même moyens, et presque d'un trimestre à l'autre, ou d'un jour à l'autre, boum, les résultats, ça va être catastrophique. Alors, attention, hein, c'est pas parce que le gamin travaille mal à l'école tout d'un coup, ah, ça y est, il se scarifie. Il peut y avoir d'autres raisons, mais ça peut être un des signes. Et puis, on va voir qu'il évite certaines activités qui impliquent d'une façon ou d'une autre l'exposition du corps. Il va plus aller à la plage, il va pas vouloir aller à la piscine, enfin bref. Après, il va y avoir un petit peu bizarre. Il va y avoir des changements émotionnels également. Il va y avoir des sautes d'humeur. On ne comprend pas toujours pourquoi. On va se dire, tiens, tout d'un coup, il va réagir violemment là où il n'y a pas de raison. Enfin bref, on va trouver que l'humeur est un petit peu instable. Il va souvent exprimer la honte, la culpabilité, le dégoût de lui ou d'elle, le dégoût de soi en gros. Va avoir énormément de mal à gérer le stress ou la frustration. Mais vraiment, on va pouvoir voir... Alors, les enfants ont généralement du mal à gérer le stress, à gérer la frustration, surtout si vous leur apprenez pas à gérer. Mais il va y avoir c'est un petit peu comme si le stress n'a plus besoin d'être aussi évident ou aussi fort pour que le gamin ait du mal à le gérer. La frustration a presque besoin d'être juste un petit truc et puis boum, tout explose. C'est là où on se dit, là, il est peut-être devenu un petit peu hypersensible.
Ben non, c'est peut-être quelque chose du genre, en gros, plus il apprend à gérer le stress et la frustration avec de la scarification, et ben moins il va pouvoir le gérer autrement. Et donc, moins il lui en faudra pour pouvoir gérer. En gros, ça va être un petit peu comme la spirale infernale. Il va y avoir des indices environnementaux, hein, c'est-à-dire qu'on peut trouver des objets tranchants, par exemple, ou un briquet, ou des choses comme ça, dans des endroits inhabituels. On se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que ça fout là? Il peut y avoir des traces de sang hein, sur les vêtements, les draps, les serviettes, etc. Alors bon, ça peut arriver de se couper, hein, bien entendu. Maintenant, il ne faut pas non plus être excessif, mais si vous trouvez que ben il a l'air quand même de se planter régulièrement et il a l'air de il se coupe souvent ou il se tape souvent sur les doigts, il y a peut-être un problème. Et puis il peut y avoir des signaux un petit peu plus indirects. Ça va être un intérêt pour tous les thèmes qui sont liés à l'automutilation ou des références à la scarification ou à l'automutilation dans l'art, l'écriture, la musique. Il va écrire sur ce sujet, il va écouter des chansons qui en parlent, etc. Alors oui, ben des fois c'est en anglais, mais dans ce cas-là, c'est peut-être important d'être attentif à ce que fait votre gamin, si, ce qu'il écoute, ce qu'il regarde. Aussi sur Internet, c'est vrai qu'il a le droit à une vie privée, mais enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont interdites à moins de 18 ans, par exemple. Et ça, c'est légal, donc vous avez parfaitement le droit de mettre des limites également. Donc du coup, tout ce qui est à propos de ça, quoi, il faut être attentif. Et puis, quand on s'en aperçoit, il n'y a plus qu'à intervenir. Alors, c'est pas toujours facile, bien entendu. Bien entendu, là, le psy est généralement la meilleure. Alors, encore une fois, là, je ne parle pas de problèmes psychologiques tels que le borderline ou d'autres problèmes psychologiques qui peuvent mener à la scarification, à l'automutilation. Dans ce cas-là, il faudra avoir ça également avec un psy, hein, d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, la solution est plus rapidement trouvée ou la raison est plus rapidement trouvée. Mais pour les autres, il est très important de mettre les gamins vis-à-vis d'un psy et de préférence un psy cognitif et comportemental parce que justement, on travaille avec l'expression des émotions, comment gérer les émotions, qu'est-ce que les émotions, comment elles sont formées. On met des mots sur tout ça et dans ce cas-là, ça sera la meilleure des méthodes pour, en fin de compte, pour que l'enfant s'en sorte. Voilà, je voulais le tenir sur environ une demi-heure et ça a marché. Donc du coup, parfait. Il n'y a pas de questions, donc tout est parfait. J'espère que vous avez aimé. Alors maintenant, les webinaires, je les fais donc une fois par mois seulement. Donc, je vous reverrai le mois prochain pour un autre webinaire. Si vous voulez que je parle d'un certain sujet, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à cyril@malka.fr et je verrai ce que je peux faire pour vous. Et sans ça, je vous retrouve donc le mois prochain pour un autre webinaire. Bonne soirée, à bientôt et au revoir. Cyril Malka, Sang Divan. Cyril Malka, Sang Divan. Sang Divan. Cyril Malka, Sang Divan.